Quelque chose de vous. Virginie Servaes. Quelque chose de vous. Épisode 15. Podcast. Bonjour, je m'appelle Virginie Servaes. Je suis coach vocal, chanteuse et auteure. Si heureuse de vous accueillir sur ce podcast Quelque chose de vous qui est une autre façon de voyager. Ma façon à moi de vous rencontrer, de vous questionner, de vous écouter tel que vous êtes. Un podcast où les épisodes se transforment chaque dimanche comme un barbapapa, géant ou tout petit, afin d'épouser au mieux les échos de vos voix. Un podcast où il fait bon vivre et être libre d'être soi avec pour seule distinction l'unicité de votre parcours. Et de la même façon, vous me demandez de me dévoiler sans détour. En réponse à vos questions posées, je vous promets, au rythme de mes réflexions d'instant T, authenticité, honnêteté, bienveillante. Dimanche 2 août. Nous y voilà dans ce mois d'été le plus fréquenté de l'année. Je veux dire, le plus fréquenté sur les plages, dans les 2 suds de l'Hexagone. Et là, ou chez les glaciers à toute heure, ou encore autour d'un verre de rosé bien frais à l'heure de l'apéro, tout le monde se précipite. En attendant l'heure de la pause, Quelque chose de vous s'invite sur les plateaux, non de fruits de mer, mais de télé, cinéma, pub, etc. Pour notre plus grand plaisir, Camille Trichot accepte l'invitation pour nous conter l'histoire d'une chef maquilleuse dans les environnements paillettes. Les projecteurs seront ainsi dirigés de courts instants sur le moment « Je » qui vous permettra de gagner mon livre « Trouver sa voie et faire son chemin » aux éditions Erol. Un clap de fin sera donné au moment de ma lecture qui, pour une fois, sera extrait d'un livre. Mais il est l'heure des premières prises et de vos questions, chers auditeurs. Alors attention, moteur, c'est parti, ça tourne. Quelque chose de vous. Une question, une réponse. Bonjour Virginie, j'ai une question que j'aimerais te poser. Si tu avais la possibilité de vivre à une autre époque que la nôtre, laquelle choisirais-tu ? Oh là là, Fabrice, mais comme j'adore t'entendre, c'est un vrai plaisir de t'accueillir, welcome dans l'émission. En plus, un jeune homme, c'est très rare, il n'y en a pas beaucoup, vous n'êtes pas beaucoup messieurs. Bon. Alors, à quelle autre époque que la nôtre j'aurais aimé vivre ? Plusieurs destinations dans le temps m'attirent, tu sais. La toute première, alors, elle est celle de Merlin l'Enchanteur. Oui, je vais me permettre de délirer un peu, parce que j'aurais aimé être sa disciple, savoir réaliser des potions magiques, me télétransporter dans les différentes époques. Et puis, franchement, j'aurais aimé côtoyer le roi Arthur, être la confidente de la reine Guenièvre. Mon lieu d'habitation serait ou aurait été un petit pommier, bien évidemment, à l'image de mon maître préféré. Je doute de son confort, mais j'aimerais bien essayer. Et puis, est-ce que tu m'imagines, Fabrice, participer à la quête du Graal, tailler la bavette avec les chevaliers de la table ronde et également de franches rigolades ? Je sais que tu m'y vois. Je l'aborde légèrement, ton sujet, ta question. J'avoue sérieusement, Fabrice, que j'aurais vraiment beaucoup aimé. Allez, une autre époque, je me donne un peu plus de challenge, serait celle du commencement, au démarrage du monde, bien sûr avec les connaissances que j'ai actuellement. Cela me plairait. Imagine, tu te retrouves à l'origine du monde et tu croises le ou les créateurs et tu les mets en garde sur certaines choses à éviter. Par exemple, tu leur dis qu'il serait bien qu'ils enlèvent dans la tête de l'homme la case où il fabrique des armes, etc., etc. Donc bref, au bout de longs palabres avec eux, ils comprendraient que la paix et la sérénité sont véritablement 2 choses importantes à installer sur notre planète. C'est fou tous les voyages que je puisse imaginer à longue distance, alors qu'en ce moment, on parle de fermer les frontières. Pour finir avec cette époque, je m'imagine rendre visite donc aux dieux créateurs et leur exprimer l'importance de la préservation de la planète et de ses habitants. Ah là 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 là, si c'était possible. Allez, une autre destination serait dans notre siècle dernier. J'aimerais retourner aux années 80, d'abord parce que c'est une époque que j'ai
tellement aimé. Une époque délirante et où tout était possible, musicalement, artistiquement, avec ce sentiment de liberté. Personnellement, je n'ai jamais autant fait la fête qu'à cette période. Le Palace était ma seconde maison. Un de mes amis chers y était DJ, alors c'était le bonheur de danser jusqu'au bout de la nuit et de partir avec les balayures. Mais aussi de croiser des personnalités. J'ai eu cette chance de danser à côté de Grace Jones et Sade. Alors des années festives pleines de vie qui ont été stoppées en plein vol avec l'année du sida, et là ça a été beaucoup moins drôle car j'ai perdu beaucoup d'amis. Et c'est vrai que là je me dis si je pouvais retourner dans le temps mais avec des potions magiques, ce serait formidable. Puis il y a une autre époque qui m'attire, qui est celle que je ne connais pas, qui est celle de demain, qui est celle où tout est à faire, tout est à créer une fois de plus, une époque où il ferait bon vivre sereinement, une époque où même les ciels étoilés existeraient dans un climat de sérénité. Je parle toujours de la sérénité, mais parce qu'à l'heure actuelle, je crois que c'est ce que je souhaite le plus fort au monde. Une époque où les valeurs éducatives de politesse seraient de mise. Également une époque où la courtoisie aurait vraiment un véritable sens. Une époque qui ne s'arrêterait pas d'un regard sur un physique hors norme ou sur des différences que l'on puisse avoir. Une époque qui s'appellerait harmonie, paix et joie. Et puis un petit mot sur notre époque actuelle. Certes, elle est très étrange à des moments et invite au bal des interrogations incessantes et des lendemains inconnus, mais elle a tout de même son charme et des côtés sympas. Et puis je garde espoir de porter ma mini-pierre à l'édifice pour que l'on évolue au mieux. Alors j'espère voir ces changements opérer très vite. Voilà Fabrice, je sais pas si je t'ai répondu. En tout cas, hâte de te revoir tout bientôt dans notre restaurant préféré dans le Sud-Ouest. Je t'embrasse. Bonjour Virginie. Tu enchaînes les projets et ta vie a l'air trépidante. Comment fais-tu pour te ressourcer ? Bonjour Isabelle, j'espère que tu vas bien et que tes vacances se déroulent comme tu le souhaites. C'est un plaisir de t'entendre. Alors tu l'as dit, oui, moi les projets s'enchaînent et me laissent peu de répit. Cependant, j'aime tellement ce rythme et tout ce qui se passe que j'avoue quand même que cela ne me gêne pas. Alors, mes ressources, elles sont multiples. Elles vont de la respiration en passant par le chant, qui est pour moi un exutoire, ainsi que la danse. Moi, je danse toute seule, je me mets mes écouteurs et je danse à fond dans ma mini-cuisine, parce que ailleurs, il y a du parquet, c'est embêtant pour les voisins. Et c'est ce qui me permet de faire le vide complètement. Ou alors, je vais courir aussi. Et puis... dans mes autres ressources, c'est vrai que avant qu'il y ait le Covid et qu'on soit un peu plus coincé pour se déplacer, je partais au moins une fois par mois, soit dans le Tarn ou alors en Bretagne. Et d'une part en Bretagne, pour vraiment, j'avais toujours besoin d'aller au bord de l'océan et me nourrir de cette iode, de cette force et énergie qui se passe au bord des plages. Et puis dans le Tarn, par contre, pareil, connexion à la nature totale. Je fais des grandes balades. Et ça, vraiment, moi, la nature, c'est ce qui me reconnecte et me ressource très, très vite. Également, les autres choses qui marchent bien avec moi, c'est de lâcher prise, de stopper vraiment tout ce que j'entreprends et presque ne rien faire. Enfin... un autre moment que j'adore et qui me ressource aussi, c'est le moment, tous les moments papotes que je passe avec mes potes. Je voulais faire une rime. Et puis aussi, à l'inverse, j'apprécie les moments de silence, les moments où j'écoute de la musique. Et puis, quand je le peux, je t'avoue, je m'offre une séance de massage. Voilà, ma chère Isa, tu as quelques petites bottes secrètes qui font que je continue à garder la pêche et à bien avancer. À bientôt. Chers auditeurs, merci de vos questions pertinentes et attrayantes, comme toujours. Pour tous ceux qui souhaiteraient gagner mon livre, trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Erol, tout est expliqué juste après. Quelque chose de vous, le jeu
Donc, chers auditeurs, vous vous rappelez le principe, vous m'envoyez une question à l'adresse mail suivante, quelquechosdevous@gmail.com, quelquechosdevous@gmail.com. Vous me posez votre question et si elle est retenue, vous pouvez gagner mon livre en retour, le livre Trouver sa voie et faire son chemin aux éditions Erol. Hâte de vous lire. Quelque chose de vous. Qui êtes-vous ? L'invité. Chers auditeurs, j'ai le plaisir et la joie de recevoir cette semaine Camille Trichot. Comme je vous imagine faire les yeux ronds et interrogatifs et vous dire « mais qui c'est ?» Alors voici quelques mots et son histoire. Originaire des Hauts-de-France, Camille Trichot est arrivée à Paris en 2002 pour intégrer l'Institut technique du maquillage. Et depuis, rien n'a démenti cette passion pour le make-up sous toutes ses formes. Camille Trichot est en effet la fée clochette aux poudres, au fard, au rouge à lèvres, au crayon, aux paillettes multicolores des plateaux. Une agiteuse de pinceaux, l'as des raccords subtils qui virevoltent d'intérieurs en extérieurs, de jours en contre-jours, d'espaces réduits ou de plein air, de la pression au temps précieux. Elle officie depuis 15 ans, entre autres, pour la cérémonie des Césars, le 28 minutes sur Arte, Candice Mahou, Culture BFM, Capital, 66 minutes, M6, Canal+, les dossiers de Teva, mais aussi la pub, Givenchy, etc. Les clips de Mathieu Bogart, Khaled, Dionysos, le cinéma en renfort sur Mauvaise Fille, Riverboard, Robin des Bois, le théâtre et l'événementiel, moyens et courts-métrages à foison, rien n'arrête Camille. Elle souhaite parer chaque femme, chaque homme, de légères touches de couleur et ainsi décliner toutes les facettes de leur beauté, sans ternir le naturel, les illuminer, les métamorphoser, les sublimer et n'avoir à votre égard que de délicates attentions. Osez rencontrer Camille Trichot. J'ajoute que bien au-delà de jouer des pinceaux et des palettes avec brio, Camille est dotée de générosité, d'altruisme, de bonté, de bienveillance à l'égard des personnes qu'elle rencontre. Une intelligence intuitive et instinctive complète ce tableau. Elle nous sublime et met en avant des parties de nous que nous ne pouvions imaginer. De cette insoupçonnable, elle révèle nos beautés avec cette certitude que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Vous vous rappelez ce film de Jean-Yann ? Elle révèle les personnalités endormies et les illumine aussi. Camille aime la discrétion du faire. Son humilité et sa sagesse l'honorent. Quel que soit le milieu d'où vous venez, quelle que soit votre apparence, elle vous accompagnera à briser les tabous qui vous empêchent et vous enferment sous des traits qui ne vous sied plus. La métamorphose peut ainsi opérer, mais il est l'heure, chers auditeurs, de retrouver notre invitée. Camille Trichot, bonjour, je suis ravie de vous recevoir. Bonjour Virginie. À ce mi-trajet de l'été, que nous dit votre voix de vous ? Qu'a-t-elle envie d'exprimer dans l'instant ? Votre météo, en quelque sorte, en termes émotionnels. Ma météo en ce milieu d'été, alors c'est assez particulier, je dirais que c'est, si pas en flottement, un peu en transition, que ce soit émotionnel, sensationnel même, entre l'après-Covid, entre les transitions personnelles que moi je fais puisque je change de région. J'ai une période où je commence à me dire que justement j'écoute un peu ma voix. Voilà, c'est peut-être l'ouverture vers l'écoute de ma propre voix et l'écoute de mes propres sentiments et l'ouverture vers autre chose. Si je comprends bien, la voix E et X sont nouvelles. Ouais, c'est un peu ça, c'est s'ouvrir vers d'autres voix, et E et X, et écouter un peu la voix X qui a été souvent étouffée, en tout cas chez moi, ou pas entendue. Je confirme, une voix X, une voix E que vous commencez d'exposer. C'est un peu ça, mais c'est très positif, même si c'est déroutant, pour rester dans le thème, ça reste quelque chose de très positif. Qu'observez-vous du monde extérieur et quelle résonance et écho à votre monde intérieur ? Alors en ce moment c'est étonnant cette question parce que je le ressens encore plus là récemment. Alors peut-être que
l'effet confinement a créé ça chez tout le monde, mais on s'est tous posé 2-3 questions on a tous fait peut-être un peu le bilan de ce qu'on avait autour de nous, regarder les gens qui nous entouraient, regarder tout ça. Et j'ai un certain décalage entre le monde dans lequel j'évolue depuis maintenant plus de 15 ans, plus de 15 ans, et celui qui finalement a l'air de me plaire au fond. Et j'essaie de trouver l'équilibre entre les deux. Et des fois j'ai la violence du monde extérieur qui est trop pour moi, qui passe par des petites choses. Et je me dis ça m'atteignait pas avant cette période de confinement ou avant cette période de transition dans ma vie personnelle. C'est tombé en même temps, donc j'ai du mal à détacher les deux. Mais voilà, je pense que les deux ont joué et ont créé un peu ce fossé, ou peut-être juste l'observation. Voilà, c'est peut-être la différence entre le monde d'avant où j'étais un peu métro, boulot, dodo comme tout le monde, sans trop se poser de questions sur ce qu'on veut vraiment au fond. Et là voilà, du coup, je suis un partage, hein, je suis très partagée entre la vie des gens qui continuent à avoir cette vie et que je comprends puisque je la vis, et en même temps d'avoir le recul de me dire mais est-ce qu'on a raison, quoi. Pourriez-vous nous dire quand votre passion pour le maquillage a débuté ? Oui, alors l'histoire avec le maquillage, j'étais très touchée depuis petite par ça. Enfin, j'étais attirée, pas touchée, attirée par ça, mais pas en secret, mais c'était quelque chose qui était je trouve pas le mot, entériné. Enfin voilà, c'était. Je suis parent de deux fonctionnaires, je suis fille de 2 fonctionnaires, donc c'était quelque chose d'assez inaccessible, voilà. Mais ça me trottait quand même toujours dans la tête, et ce qui m'a attirée dans le maquillage, c'est pas vraiment le côté paillettes et le côté, c'est déjà le côté artistique, mais c'est vraiment le côté psychologique au départ qui m'a attirée vers ça, puisque je voulais être maquilleuse pour les grandes brûlées, les gens qui avaient des problèmes de peau, et j'ai fait cette spécialisation-là pour les gens qui avaient des problèmes de peau au départ, des gros problèmes dermatologiques, et j'ai essayé d'aller dans cette direction, mais c'était assez fermé à l'époque. J'ai fait quelques interventions dans des hôpitaux, mais voilà, ça a été difficile à mener comme combat. C'est des gens qui malheureusement ne sont pas entourés, et d'ailleurs ce serait bien qu'ils soient pris en compte, parce que l'image à ce moment-là est essentielle pour se reconstruire, et je trouvais que le maquillage pouvait apporter pouvait mettre en tout cas une petite pierre dans l'édifice, apporter une petite cuillère dans ce que ces gens traversent, et je l'ai fait pendant ma formation. C'était génial à vivre, autant pour eux que pour moi. Donc voilà, c'est plutôt le côté social qui m'a attirée dans le maquillage. Je suis allée, après j'ai travaillé dans des maisons d'arrêt, dans des choses comme ça, liées à l'image et à la reconstruction de soi-même en fait. Au départ, c'est ça qui m'attire. Vous êtes très altruiste, cependant, comment vous est venue l'idée au départ d'intervenir avec les grands brûlés ? C'est particulier ? Ça me touchait parce que j'avais vu enfant, ça me marque, je m'en souviens encore, c'était un reportage sur une femme qui avait été brûlée vive, voilà, elle avait été, et ça m'avait vraiment touchée, elle s'en sortait pas, et j'avais vu un reportage comme quoi elle racontait sa vie au quotidien, et qu'elle elle se cachait, elle n'osait plus sortir, elle se couvrait, elle était comme hiver, de chapeaux, de lunettes, de gants, et ça m'avait vraiment touchée à l'époque. J'étais en fin de parcours de lycée, et ça m'avait retourné, et je m'étais dit, comme j'avais cette envie d'être dans le côté artistique et d'être, ça a fait comme un déclic. Et je pense aussi que moi ça m'a aidé dans ma vie, les premiers rapports au maquillage que j'ai eus, après ça dans ma vie personnelle, m'ont aidé, parce que j'ai compris que ça pouvait être un masque qui pouvait permettre d'évoluer dans un monde dans lequel on n'est pas à l'aise. Et ça m'a aidé, moi, dans ma vie personnelle, de mettre parfois un masque, de me présenter sous un autre jour, et d'enfouir tout ce qu'il y a derrière aussi. Et je me disais que certaines femmes n'avaient peut-être même pas la connaissance que ça existait, sans passer par la chirurgie ou par là elles étaient au bout de ce qu'elles pouvaient faire. Et ça, je voulais apporter ça à mon petit niveau, parce que j'avais bien conscience que
c'était de l'artifice puisque ça s'en va, mais voilà, j'avais envie de, je pense que c'est lié. Mon mal-être à l'époque et ce que tout ça m'a permis de faire, je voulais le présenter à d'autres et pouvoir ouvrir ces portes avec un petit budget, on peut se sentir vachement mieux dans ses pompes juste parce qu'on a mis les bonnes choses au bon endroit et que voilà, j'ai vu des femmes marcher dans la rue d'une façon bien différente une fois qu'elles sont préparées, alors que c'est la même femme, mais elles se sentent plus fortes parce qu'elles se sentent belles, ou même pas forcément, c'est pas la beauté qu'on allait chercher, c'était vraiment le bien-être pour moi. C'est justement la différence. Le maquillage, on pense beauté, on pense artifice, et pour moi, c'est lié au bien-être plus que la beauté même, en fait. C'est vraiment pas commun. Et alors, du service hospitalier au milieu carcéral, pas simple non plus. Pouvez-vous nous dire pourquoi avez-vous fait ce choix également ? Ouais, c'était très particulier. Alors c'est moi qui ai mené. Je voulais absolument travailler dans un milieu carcéral. Ça m'attirait. Et j'ai démarché beaucoup de prisons jusqu'au jour où j'ai été contactée. Enfin, j'ai déposé un dossier de présentation à la maison d'arrêt de Versailles où j'ai été contactée. Et ils ont trouvé l'idée super. Ils faisaient beaucoup de choses déjà à la maison d'arrêt de Versailles. On est en maison d'arrêt, hein, pas en prison même, mais. Et ça a été une expérience extraordinaire pour moi. Je sortais d'école, j'étais très très jeune, et c'était mes premiers pas dans le monde du maquillage et dans le monde social. J'étais pas forcément très armée pour être face à ce public-là. Et le premier jour a été très difficile, mais elles m'ont tellement apporté, c'était tellement... ça a été un vrai projet, un vrai travail... et elles m'ont nourri autant que l'inverse, j'espère. Elles avaient le choix de venir ou pas. C'était donc j'étais chez les femmes, bien sûr. Et elles avaient le choix de venir ou pas. Et au début, elles venaient pour régler leurs problèmes, parce que c'est l'occasion de se voir. Donc j'ai vite appris ça à mes dépens. Et après, très vite, j'ai eu des filles qui venaient toutes les semaines juste pour s'aérer et pour vivre l'instant de maquillage qu'on vivait, quoi. Et c'était vraiment très intéressant. Tout public. J'ai découvert qu'en maison d'arrêt, on pouvait rencontrer des gens de tout public. C'était... Voilà, ça m'a impressionnée parce que je pensais naïvement que voilà, il y avait un certain public en maison d'arrêt. Et non, vraiment... voilà, ça donne une bonne leçon. On se dit, ça peut arriver vite. Enfin, voilà, ça m'a donné une leçon de vie, en fait. Et j'ai fait ça pendant 2 ans. À quel rythme ? Tous les vendredis matins, elles avaient 2 heures de cours et ça tournait puisque je pouvais pas avoir plus de 8 personnes. Donc ça tournait. Et voilà, on faisait ça tous les vendredis matins. Et autant au départ, j'avais instauré, proposé plutôt un planning, enfin voilà, des choses à leur proposer. Et autant après, je leur demandais ce qu'elles voulaient travailler, ce qu'elles voulaient faire. Et au départ, l'idée de ce projet, c'était vraiment de la réinsertion sociale, l'image de soi, réapprendre à s'aimer, parce que quand elles arrivent en maison d'arrêt, des fois elles y passent longtemps. Ça peut aller jusqu'à 1 ou 2 ans. Elles n'ont pas de miroir, elles n'ont pas le rapport avec l'image est complètement coupé. Et je voulais leur rapporter ça et travailler sur l'après, en fait, la sortie de prison. Voilà, quand on a traversé tout ça, on ne sait plus forcément quels sont les codes et voilà, je voulais les chercher à les accompagner et donc on faisait un peu de tout, quoi. Ça passait par le maquillage de soirée, le maquillage d'un entretien d'embauche. On est allé jusqu'à j'ai 2 enfants, je voudrais apprendre à leur faire un chat, et ben on a appris à faire un chat. Enfin voilà, ça a été un projet humain sans trop lier non plus, parce que on vous prévient dès l'entrée qu'il faut pas non plus trop se lier. Alors moi c'était justement la difficulté de ne pas tout donner, de rester avec la réserve qu'il fallait avoir, mais c'était une très très belle expérience que je referai avec grand plaisir. Qu'est-ce que cela a enrichi sur votre parcours, Camille ? Tous ces passages. Je pense que c'est vraiment l'aspect... ça peut arriver à tout le monde. J'ai rencontré des femmes, mais j'aurais jamais cru les rencontrer dans cet endroit-là, vraiment. Des mères de famille, des grands-mères, de tout. Et c'est vraiment ça, je crois, qui m'a frappée. Et voilà, et l'aspect humain des choses. Et alors moi, je ne savais pas pourquoi elles étaient là et j'avais pas à le savoir. Et ce qui permet de garder justement ce lien-là, parce qu'on n'a pas le jugement qui d'un coup Donc je les ai justement pas jugées. Et ça m'a appris, je crois, un peu ça, à ne pas juger sur pièce, en fait, ne pas, voilà, d'abord connaître la personne
Et enfin, rencontrer une personne à ce moment-là sans forcément qu'elle se trimballe tout son passé derrière, quoi. Et moi, j'ai rencontré des femmes. Alors certes, c'était dans un milieu particulier, mais j'ai rencontré juste des femmes. Et j'ai participé, en tout cas, j'ai essayé de participer à leur bien-être à ce moment-là de leur vie, dans cet endroit-là. Et c'était ma petite pierre à moi. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, alors que vous étiez dans ce grand élan de générosité et surtout de plus d'accompagnement social, vous passiez dans le monde du spectacle? Ça s'est fait comme ça, hein. Enfin voilà, comme je voulais, ça m'attirait aussi, mais ça s'est fait par effet boule de neige un peu. Une fois que j'avais fait l'école, ce qui n'était pas simple au départ, parce que c'est des écoles qui sont assez chères, donc tout le financement, ça a été pas forcément simple. Une fois que j'avais mon côté social, je développais ça, mais comme tout était bénévole, bon, il y a un moment, il faut bien se nourrir aussi, donc j'ai commencé à me dire, bon, il faut que je cherche autre chose, mais je voulais pas dévier de cette branche-là, en fait, ça m'embêtait de dévier. Et voilà, j'ai commencé à essayer de me dire, bon, qu'est-ce qui me plaît, quoi. Et l'artistique me plaisait, forcément, mais ça me paraissait inaccessible, je pensais que c'était très compliqué, je connaissais personne. Je viens du Nord, je suis arrivée à Paris comme ça, ça me paraissait très compliqué. Donc, mais voilà, une fois que j'ai passé le cap de l'école, une fois que j'ai passé le cap des prisons, des hôpitaux, je me suis dit, bon, je vais aller essayer de voir un peu ce qui se passe par là. Et j'ai commencé par faire par aller m'inscrire sur tous les sites de tournage, sur tous les... à regarder tout ce qui pouvait se faire, aller regarder sur les réseaux n'était pas si développé que ça, mais voilà, à commencer à voir un peu ce qui se passait, à faire énormément de courts-métrages pour voir si ça me plaisait, de choses comme ça dans les écoles, ça se fait beaucoup comme ça. J'ai dû travailler 4 ou 5 ans comme ça, à essayer de trouver un peu le chemin, et en fait je me suis rendu compte que j'avais pas très envie d'être cloisonnée. Et c'est un métier où au départ on vous dit il faut être plutôt dans la mode, plutôt dans le cinéma, plutôt dans la télé ou plutôt dans... voilà. Et moi j'avais pas vraiment envie de ça, je viens aussi juste avant de l'événementiel où j'ai fait beaucoup d'événementiel adultes, donc j'aimais cette ambiance-là, j'aimais le monde de la nuit, j'aimais tout ça. Et j'ai pas voulu me cloisonner, et j'ai voulu aller taper un peu à toutes les portes, au départ qui s'ouvraient, hein, soyons honnêtes, la porte qui s'ouvrait c'était bien. Et finalement... de bonhomme de chemin en bonhomme de chemin, ça nous amène à travailler avec des gens qui grandissent aussi. Et j'ai eu la chance de grandir avec des gens qui ont continué à faire ce métier, parce que y a beaucoup de gens on est beaucoup de maquilleuses à sortir. Au final, il y en a peu qui restent quelques années après. Et j'ai eu la chance de tomber sur des équipes qui grandissaient, et j'ai grandi avec certaines équipes, et ça fait... que ce soit dans la photo, je pense à un photographe avec qui je travaille depuis 15 ans, d'autres personnes en boîte de production que j'ai rencontrées sur des courts-métrages et puis qui maintenant on travaille encore ensemble. Et ça fait 15 ans et c'est chouette, quoi. Quel a été votre premier grand événement de tournage ? Vous en rappelez-vous ? Je m'en rappelle, c'était un film qui se tournait je crois que c'était à Chartres, je crois. Ça s'appelait L'écrivain. Et on est parti, c'était la première fois que je partais 15 jours en tournage. On est parti à une équipe de 30. Et c'est la première fois que c'était comme ça. En tout cas, dans ce contexte-là, c'est la première grande famille, quoi. Il y avait aucun grands acteurs. C'était que des débutants de cinéma mais c'était la première grande histoire de tournage que je vivais, et c'était génial parce qu'on a tourné dans un endroit dans lequel on dormait, et on est parti 15 jours, et la fin de ce tournage a été très marquant pour moi, parce que c'était comme la fin d'une colo, comme c'était... on a été attristés, ça a été horrible, et en fait j'ai compris que très souvent ça se passe comme ça, et que après un tournage pendant 2 jours, il y a 2 jours de déprime, et on a été H24 avec une équipe, généralement c'est des gens quand même de bonne composition avec qui ça se passe bien, et voilà, on mêle en plus sous tous notre loisir avec notre métier, on adore tous nos métiers, donc... on peut aller sur des journées de 15 heures, mais c'est pas grave. Et à la fin de se quitter, c'est toujours un peu le coup de blues, quoi. Et je me souviens que celui-là avait été le tout premier d'une longue série. Dans ce monde où les égos et l'image sont puissants, qu'est-ce qui est simple, plaisant et moins ?
Je pense que, en tout cas, pour faire ce métier, faut avoir quand même un certain recul, je pense, pour absorber sans en être trop touché, parce qu'on est vraiment dans l'image de soi. On approche des gens qu'on voit nus. J'entends par là démaquillés, surtout pour les femmes, certaines femmes en tout cas. Et parfois ça c'est très compliqué. Et on est la première, leur premier lien direct avec leur propre image. Et si on rencontre des femmes qui ne se plaisent pas, très souvent l'amalgame nous est rejeté. Voilà, c'est notre faute. Et souvent, la limite est pas grande entre eux. Des fois c'est notre faute. Et des fois, pas forcément, où c'est l'image de soi-même qui est entachée, on le voit bien, et tout est là dans ce travail-là. Moi, c'est ce que j'adore dans ce travail, et quand je rencontre des femmes qui ont ce souci-là, qu'on repère très rapidement, c'est génial de travailler avec, parce qu'on se dit, je vais essayer de l'amener à s'aimer, et à aimer du coup mon travail, parce qu'elle va se voir autrement, et qu'elle va s'aimer. Et tout ça, on peut pas le faire, je pense, si on prend pas le recul nécessaire, parce que voilà, on est maquilleuse, mais on est aussi confidente, souvent, et avec plaisir parfois, des fois moins parce qu'on vit pas dans le même monde et qu'il y a des choses où on se sent très décalé et voilà, on a envie d'ouvrir les yeux sur certaines choses à certaines personnes, mais ça fait aussi partie du jeu et c'est aussi ce qui est plaisant dans ce métier. Mais voilà, c'est un mélange un peu de tout ça, d'aimer l'autre, parce que je pense qu'on peut pas faire ce métier si on n'aime pas l'autre, d'aimer la relation, d'aimer parler, d'aimer écouter, mais aussi de garder sa place. Je pense que c'est très très important de savoir garder sa place dans ce métier et de pas avoir les yeux qui brillent trop vite, et parce qu'on rencontre beaucoup de monde souvent, mais voilà, c'est pas forcément des relations vraies, c'est voilà, comme dans la vie de tous les jours quoi. Et si on on s'enflamme, je pense que c'est dangereux. Voulez-vous dire par là, par exemple, que les comédiennes ont peur que vous puissiez les voir sans artifice, différemment de ce que vous pouvez les voir dans les magazines ? Mais c'est ça, c'est extrêmement intime. Il y a certaines personnes qui l'image qu'elles ont, que ce soit audiovisuel, cinématographique, voilà, par tous les médias, elles donnent une certaine image qui est respectée, qui est à la lettre. Nous, on les a à la première étape. C'est extrêmement intime. Elles nous font confiance. À ce moment-là, il y a un lien de confiance qui doit se créer forcément. Et s'il ne se crée pas, ça peut être très compliqué, et pour la maquilleuse et pour l'artiste qui est maquillé, parce que ça peut être une souffrance extrême de se faire maquiller par quelqu'un qu'on ne sent pas, et avec qui ça ne passe pas, avec qui on ne donne pas confiance. Si on n'a pas ça, ça peut être un très mauvais quart d'heure. Voilà. Et quand on a des gens qui sont vraiment comme ça, où on sent qu'ils sont très fragiles, alors soit ça peut se passer très bien, mais des fois on n'y arrive pas, on peut pas y arriver avec tout le monde. Et c'est très difficile de se placer et de dire mince, qu'est-ce que j'ai loupé à ce moment-là qui fait que ça n'a pas matché quoi. Et c'est pour moi, et je les comprends 1000 fois, parce que se faire toucher par quelqu'un qu'on connaît pas et qui va être responsable de l'image derrière, qui va en plus maintenant, avec l'époque qu'on vit au jour d'aujourd'hui, rester des années et des années, ne plus s'effacer, on a une responsabilité quand même. Une maquilleuse, souvent on nous dira pas quand c'est bien fait, on nous dira mais quelle tête elle avait, qu'est-ce qui s'est passé, et ça elle va l'entendre à vie, et vous pouvez être sûr que ça va être l'équipe HMC qui va prendre, parce que voilà. HMC, qu'est-ce que ça veut dire ? HMC, c'est habillage, coiffure, maquillage, voilà. Merci Camille, c'est passionnant car on ne connaît tellement pas cette partie-là de votre métier. Est-ce qu'il arrive que des comédiennes ou des comédiens vous réclament, exigent que ce soit vous qui soyez là ? Ah oui, on crée des vrais liens. Heureusement, c'est chouette aussi dans ce métier-là, mais on crée des vrais liens, justement parce que je pense qu'on touche à l'intime et au très proche au départ. Même chez les hommes, parce que chez les hommes,
Ils ont tout autant de complexes parfois que les femmes, et on cache aussi plein de choses chez les hommes dont des fois on peut pas se douter. Enfin voilà, vous avez des rougeurs, on rajoute des cheveux, on rajoute de la barbe, on rajoute des trucs, hein, on enlève et on cache et on améliore des cernes. Eux aussi ont des cernes, eux aussi ont mal dormi, eux aussi ont des gamins qui sont malades, eux aussi. Enfin voilà, je les mets à la même hauteur et on les oublie des fois, mais eux aussi, il y en a des fois, il y en a qui n'aiment pas, et il y en a qui ne passeraient pas à l'antenne sans nous et qui ont compris que c'était très important. Dans le monde du spectacle encore plus, parce que voilà, on se pose même pas la question de faire les hommes et les femmes, c'est pareil. Et on lit des vraies relations, et il y a des gens que je maquille depuis 10 ans, et c'est super, parce que c'est des vraies relations amicales qui deviennent presque amicales, et qui... Voilà, c'est génial, heureusement. Et côté équipe, est-ce que c'est la même chose ? Oui, complètement, mais c'est un Rubik's Cube en fait. Hein. Ce métier, c'est vraiment ça. Et les mondes sont proches. Ce photographe, donc c'est Mathieu Garçon, qui est un très grand photographe. Et lui, donc je l'ai rencontré à la maison d'arrêt de Versailles, par hasard aussi. Moi, je menais mes ateliers de maquillage, et lui voulait faire un sujet sur le milieu carcéral. Et donc on s'est rencontrés et ça a matché tout de suite. On a tout de suite aimé travailler ensemble. On a fait ce premier reportage et ça a été super. On était connectés, quoi. Enfin voilà, on venait pour les mêmes raisons, absolument pas pour du voyeurisme, mais voilà, pour partager avec ces femmes, pour voir comment elles vivaient, et donc ça a été super. Et quelques mois après, Mathieu a fait un livre, il m'a appelé pour faire de la photo, et on a continué à travailler ensemble, et de projet en projet, on a mené notre route comme ça ensemble, et il y a eu ça comme ça dans plein de projets, quoi. J'ai fait mes premiers courts-métrages avec Ouda Benyamina. Elle m'a rappelé après pour ces autres projets. Quand il y a une fidélité, c'est pas forcément le cas partout, mais quand elle se crée, elle est continue, et on se pose plus de questions généralement. En tout cas, quand après il y a des histoires de budget, de choses qui rentrent en jeu, et de règles, parce qu'il faut des équités dans les chefs d'équipe de tournage, des choses comme ça. Donc mais sinon, on se pose plus de questions. Après, on travaille avec les mêmes équipes, et voilà, il y a une société de production, et je travaille avec elle depuis 15 ans. Il y a plus de questions à se poser. On arrive là, on se connaît, c'est la même équipe, les mêmes cadreurs, les mêmes preneurs de son, avec les remplaçants mais c'est une équipe qui est connue, et donc là encore, la notion de confiance est là, parce que plus personne, on travaille tous ensemble. Chacun connaît son métier, chacun connaît comment l'autre travaille dans tous les corps de métier, et il faut pas garder, que ce soit en télé, en cinéma, en théâtre, en tout. Moi, je n'oublie pas que un corps de métier tout seul ne mène pas le projet au bout. C'est tous ensemble ou pas. Il y a une question que je pose souvent aux invités. Où aimeriez-vous poser vos valises ? Or, j'ai appris que pour vous, c'était fait depuis des jours. Vous aviez vraiment fait le saut d'un vrai changement. Pourriez-vous nous dire où et pourquoi avez-vous quitté la région parisienne ? On est bien dans le sujet du moment. Oui. Alors moi, je sais où j'aimerais poser mes valises, puisqu'effectivement, je l'ai fait. Alors je vous dirai dans quelques mois si c'est super bien de poser ces valises. Pour l'instant, il y a encore tout dedans et elles sont pas déballées. Mais non, voilà. Moi, ça fait 10 jours que j'ai quitté la vie parisienne, et que je suis allée m'installer dans les Landes, entre Dax et Mont-de-Marsan. Et pourquoi ? Parce que besoin de sérénité, besoin de calme, et c'est ce que je disais au début. Moi, l'agressivité et la violence que je me suis prise un peu en pleine face, comme si j'avais pas. Alors peut-être que c'est lié avec ce projet, mais voilà, un besoin de calme. Alors ce projet est pas tout à fait à mon initiative au départ, mais ça fait longtemps qu'on y pense, que c'est acté. Et là, le pas a été franchi. Et pour l'instant, en tout cas, c'est un vrai plaisir, parce que c'est un vrai plaisir visuel, un vrai plaisir émotionnel, avec tout ce que ça comporte, de doute, de peur et de joie. Mais en tout cas, c'est fait, et j'ai trouvé mon petit paradis, et c'est cool. Qu'est-ce qui vous inspire dans la vie, Camille ? Qu'est-ce qui m'inspire ?
Le fond humain, moi je suis un peu naïve et j'ai toujours tendance à croire qu'il y a un fond humain et pourtant j'ai pas rencontré que des belles personnes. Mais je me dis que quand même, j'essaie toujours de garder ce petit truc qui me dit non mais quand même. Et ça, je voudrais pas le perdre. Ça m'embêterait de le perdre et ça m'embêterait de le perdre. De plus croire en la nature humaine, ça m'embêterait. Quelle femme êtes-vous en 2020 ? Je suis une jeune femme qui commence à être un peu épanouie. C'est cool, hein ? De quelle note sera composée votre prochaine partition de vie, votre petit pas d'après ? Réussir à garder ce que j'ai maintenant et avec cette qualité-là. Juste pour un instant, je vous remets 3 petites baguettes de fée. Quels sont les 3 vœux que vous exaucez ? Moi, mon premier vœu ultime que je dis toujours, c'est que mon fils soit heureux. Point. Juste ça. Qu'il soit heureux à vie. Déjà, celui-là, c'est déjà pas mal. Mon deuxième vœu, ce serait, je suis très dans ça moi, hein, dans la famille, mes proches, le bien-être de tout ça. Je donnerais ma chemise pour qu'il soit bien et que, enfin voilà, je suis très dans ça. Donc voilà, que mon entourage soit bien et la santé notamment parce que ça a failli chez nous et voilà, je sais à quel point c'est important. Et le dernier vœu, que je vive dans cet état d'esprit et dans cette sphère familiale du moment qui est apaisante. Il est bientôt l'heure de nous quitter, je ne vais pas vous demander de chanter. Par contre, vous émettez le souhait de lire un extrait du livre de Gabrielle Dédier, « On ne naît pas grosse ». Pourquoi ce choix ? Oui, alors je l'ai rencontrée lors d'un tournage. C'est une personne qui a fait une investigation c'est un livre sur la grossophobie. Et c'est un sujet qui me touche parce que voilà, je pourrais pas me comparer à son histoire, absolument pas. Et c'est pas ce que je fais, mais voilà, j'ai été très forte, j'ai été assez grosse et oui, très forte dans mon enfance et j'ai très très mal vécu ça. L'école et le monde qui entoure ça, je trouve que c'est un monde très cruel à ce moment-là. Enfin, moi, je l'ai très très mal vécu et ça m'intéressait déjà de faire ce tournage à ce moment-là. Et quand j'ai rencontré Gabrielle, elle m'a vraiment touchée. C'est extrêmement intéressant la façon dont elle a traité le sujet, dont elle traite le sujet, et c'est sa vie et c'est une personne qui est touchante et je pense que c'est un sujet qui mériterait d'être relevé parce que voilà, on est entouré de gens qui subissent des choses juste par leur physique et quand même on est en 2020 et je trouve que c'est vraiment dommageable quoi. J'ai du mal à comprendre en fait pourquoi on en est encore là. Et on en est encore là. C'est paradoxal, non ? Vous qui sublimez les personnes. Exactement, et j'en fais mon cœur de métier. Une personne qui est sur ma chaise, elle sortira pas de ma chaise si moi, en tout cas, je trouve que je l'ai pas sublimée. Voilà, je trouve ça très important. Si elle se sent pas mieux en sortant que quand elle est arrivée, c'est que j'ai pas bien fait mon travail. Et quelle qu'elle soit. Et je vous jure qu'il y a de la beauté dans toutes les personnes. Sans exception. Qu'est-ce que ça veut dire sublimer quelqu'un pour vous, Camille ? Juste accentuer ce que des fois la personne le voit, des fois non, mais accentuer le caractère que je perçois de beauté. Beauté, j'aime pas ce terme parce que c'est trop connoté, enfin c'est trop ramené, trop carré, enfin j'ai pas le mot, mais c'est pas le terme justement. Trouver l'atout en fait. Voilà, mettre en avant l'atout de la personne, qu'elle l'ait vu ou pas, ça dépend. Des fois elles le savent très bien et elle ou il met tout là-dessus parce que voilà, et des fois pas du tout. Et d'avoir un regard extérieur qui est le mien, eh bien voilà, je me dis je vais essayer de lui montrer quel est son atout. Alors place à votre voix, Camille, nous vous écoutons. Tu me dégoûtes, sale grosse. J'ai envie de vomir quand je te vois. Biggie,
Réveil en sursaut. Quelqu'un vient d'arracher le rideau de mon lit-cabine à l'auberge de jeunesse où je dors depuis 2 semaines. De retour à Paris, je suis sans lit fixe. Nous sommes le 17 septembre 2016. Il est 2h du matin et une fille tarée hurle en anglais. « Biggie! Biggie sur YouTube! Biggie! Biggie !» Elle pointe son téléphone sur moi, lampe torche allumée. Je suis nue. Enfin, j'ai juste ma serviette de bain autour de moi. Paniquée, je lui somme de se taire. Presque toutes les femmes se sentent physiquement oppressées. Je parle du surpoids parce que je suis grosse, mais le poids n'est que le prolongement des pressions permanentes que nous subissons. Je ne connais aucune femme qui ne se soit jamais demandé si son cul ou ses seins étaient de la bonne forme, de la bonne taille. J'ai même des copines qui complexent à cause de la couleur de leurs mamelons. Je suis capable d'entendre qu'il y a une norme médicale, mais je trouve insensé qu'on fasse converger les courbes de l'IMC avec les critères de beauté. D'où vient cette idée débile ? On ne naît pas grosse, de Gabrielle Dédier. Merci Camille pour la lecture de cet extrait si évocateur et où l'affreux effectivement de ce qui a été vécu est exprimé dès l'introduction. Encore une petite chose, j'ai cru comprendre que vous souhaiteriez écouter Anis et en particulier son morceau « Dans tes yeux ». C'est un très beau titre, mais pourquoi ce choix ? Eh ben parce que, alors Anis, c'est un artiste que j'ai rencontré au détour d'une salle à Paris. Un copain un soir qui nous appelle et qui nous dit « Si vous voulez, j'ai 4 places pour un concert dans un truc à Paris, venez voir, ça a l'air sympa ». Et on y va et je tombe sur Anis qui après a été connue avec une chanson qui s'appelait Sergi et qui a été commercialisée plus que Dans tes yeux. Et j'avais tout de suite, on avait passé une très belle soirée et je suivais cet artiste. Et cette chanson-là, elle m'a parlé tout de suite, elle m'a transpercée, j'avais l'impression comme beaucoup de fois où c'est peut-être féminin, mais on a l'impression que les gens ont écrit pour nous. Elle m'a beaucoup parlé par mon histoire, par mon passé, par la sensation, en tout cas, que j'ai. Parce que aussi, j'ai une maman qui me dit tout le temps que j'ai un air mélancolique et que, je sais d'où il vient. Elle m'a vraiment touchée. Et au départ, je l'ai vraiment, prise pour moi. Et après, elle a été aussi marquante pour ma petite sœur qui a eu un problème de santé et à qui à l'époque je l'avais envoyée et je pense que ça lui a fait tout autant écho et c'est une chanson presque familiale maintenant. Écoutons Anis, Dans tes yeux, extrait de l'album Rodéo Boulevard qui est sorti en 2008. Il y a dans tes yeux comme un air curieux, il y a dans tes yeux qui parfois sont vitreux, la force vive de celles et ceux qui en ont bavé plus que pour deux. Il y a tout ça dans tes yeux, il y a tout ça. Bien sûr c'est dur d'être heureux, le bonheur se cache souvent, ne nous effleure que quand il veut. Peut-être parce qu'il est méfiant, peureux, craintif ou défaillant, preneur de tangentes et déviant, il nous compise d'un jet tournant. C'est vrai, le bonheur, s'il vous plaît. Bien sûr on se cache pour pleurer, bien sûr rien n'est moins sûr que la vérité. Elle assassine sans tuer et laisse à vif écorché. Y a trop de froideur dans trop de foyers, tant de bassesse et d'aigreur pour nous fourvoyer. Peut-être qu'on fuit la vérité. C'est vrai, la vérité, la vérité. Il y a dans tes yeux comme un air curieux, il y a dans tes yeux qui parfois sont vitreux, la force vive de celles et ceux qui en ont bavé plus que pour deux. Il y a tout ça dans tes yeux, il y a tout ça. Bien sûr la vie est hasardeuse, tellement trop courte et capricieuse.
injuste, odorante et visqueuse. C'est peut-être une autostoppeuse, déroutante, excitante, farfelue et farceuse, jonchée d'épines et de courbes délicieuses. Peut-être même que c'est une chieuse. C'est vrai, bien sûr que la vie est précieuse. Bien sûr être seul c'est rude, bien sûr à deux on est plus fort. Bien sûr que j'y crois encore, bien sûr que l'amour est plus fort que la mort. Il y a des doutes et des gouttes qui perlent sur nos fronts, des certitudes écœurantes qui nous plombent vers le fond. Peut-être qu'on est des bouffons, c'est vrai, et je ne veux plus être un pigeon. Il y a dans tes yeux comme un air curieux, il y a dans tes yeux qui parfois sont vitreux, la force vive de celles et ceux qui en ont bavé plus que pour deux. Il y a tout ça dans tes yeux, il y a tout ça. Et aurions-nous la joie, Camille, d'écouter un deuxième morceau? Eh ben, ce serait Diarabi, qui est de Touré Réchelle Collective, qui est une chanson qui me touche par la musicalité et qui est aussi un hommage à l'homme qui partage ma vie, parce qu'il a été... il adore cette chanson et il nous l'a transmise, et on a tous, dans la famille en tout cas, on a tous adoré. C'est une chanson qu'on écoute à fond, très fort, et qu'on partage tous les trois, parce que j'ai un petit garçon. Et voilà, c'est une chanson d'amour à résonance africaine. J'adore la voix de ce chanteur, et j'adore la musicalité qu'a cette chanson. Et voilà, c'est une chanson qu'on aime. Alors voyageons avec cette version de Diarabi, interprétée par The Touré Réchelle Collective dans The Paris Session, qui est sortie en 2014. Ibaleka kita furuma ko ventene vene dumbe de veo. Ifaleka kita furuma ko ventene vene dumbe de veo. Itarileka kita furuma ko ventene vene dumbe de veo. Ikana dimio, ikana kasi, ikana amigo ejarabi kason. Ikana dimio, ikana kasi, ikana amigo ejarabi kason. Mungerilla jarabio, mungerilla ne dumbe defo. Mungerilla masheria, mungerilla ne dumbe defo. Kora kella lembe sodala, iyo sebete jarabi ma. Mfala lembe sodala, iyo jarabi ma. Iyo sharia inaba. Mkerila jarabi. Mungerilla ne dumbe de feu. Mungerilla ma chérie. Mungerilla ne dumbe de feu. Mungerilla jarabi. Mungerilla ne dumbe de feu. Au revoir Camille, et merci infiniment. C'était très intéressant, et puis j'ai hâte moi de vous retrouver
soit dans les Landes ou alors sur un plateau lors d'un shooting. À bientôt. Merci beaucoup, c'était un plaisir. À bientôt. Chers auditeurs, une fois de plus, je vous invite à rencontrer un jour Camille aux doigts de fée véritables et qui nous sublime à merveille. J'ajoute que Camille a aussi participé à de beaux projets. Le premier est avec l'association Ni pute ni soumise, combattre la violence faite aux femmes. Puis la pub à voter de Ouda Benyamina et le clip La Boule Rouge, dernier spectacle au Casino de Paris en date. Allez, à bientôt. Ungelila undadedudo, ungelila undadedudo, ungelila undadedudo, ungelila dudadudo. Quelque chose de vous. Quelque chose à vous. Lire. Chers auditeurs, une fois n'est pas coutume. Il y a très longtemps que j'avais envie de vous lire cet extrait. Ce livre m'accompagne depuis qu'il est sorti, quasiment. Je vous donnerai le titre à la fin. Encore à demi dans le sommeil, ses fins cheveux ébouriffés, ses yeux clairs emplis de rêves, il entra. Ici, nous ne pouvons que nous taire. Pour décrire l'amour qui s'accomplit, tant de joie est perdue, la timidité est d'abord. Peut-être l'effroi, le cœur qui veut sauter hors de la poitrine, les mains qui veulent connaître, qui se tendent, qui se posent, qui se brûlent, la découverte, l'émerveillement, les corps qui se joignent peau à peau et s'unissent, la stupeur, l'envol, le bonheur de l'autre, la douce lassitude, la tendresse, la gratitude infinie et la redécouverte et le nouvel élan, et les frontières de la joie sans cesse reculées, et celles du monde volant en éclats, pour dire la délivrance du cœur que rien et plus rien ne gêne, pour dire également l'épanouissement de l'esprit qui comprend tout, pour donner même une faible idée de ces moments hors du temps et de toute contrainte, il faudrait employer d'autres mots que ceux dont dispose le langage ordinaire. Pour parler des joies de l'amour et des lieux du corps qui leur donnent naissance, il n'existe que des mots orduriers ou anatomiques, ou d'une pauvreté si misérable qu'ils sont comme une peinture grise sur le soleil. Le plus affreux d'entre eux est le mot « plaisir ». Les amants inventent leur propre vocabulaire, mais il n'a de signification que pour eux. Alors laissons Guenièvre et Lancelot murmurer, balbutier, chanter leur amour, leur folie, leur éblouissement. La porte s'est refermée. Éloignons-nous en silence. À l'intérieur de cette page blanche, Guenièvre et Lancelot s'aiment. Voilà, chers auditeurs, cet extrait du livre de René Barjavel, L'Enchanteur. Ah là 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 là, je vous souhaite une très belle semaine à venir. Et sur ces mots d'amour, j'espère vous retrouver tout bientôt lors d'un détour où nous nous poserons avec un nouvel invité. À bientôt. Prenez soin de vous. Quelque chose de vous. Podcast.